Ma mère a dit au brunch, nous essayons juste d'être gentils, toi y compris. Ne crois pas que tu comptes. Mon oncle a ri. Mon père n'a rien dit. J'ai pris une gorgée de café, j'ai hoché la tête et je suis parti tranquillement. 2 semaines plus tard, le chalet qu'ils aimaient tous a été vendu. Ensuite, j'ai clôturé la ligne de crédit partagée de la famille, signalé leur carte d'abonnement et attendu. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de messages provenant du groupe de discussion familiale, puis j'ai reçu le premier appel. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, mais non. Ma mère l'a vraiment dit à voix haute, devant tout le monde, et mon oncle a ri, fort, négligemment, comme si quelqu'un venait de livrer la chute d'un bon roast. Mon père n'a rien dit, pas un mot. Il a continué à manger comme si elle avait commenté la météo. Ce n'était pas seulement les mots. C'était qu'il les dit là, devant mes cousins, la femme de mon oncle, ma sœur, comme s'il jouait une pièce, comme si j'étais la blague de la famille et que ce n'était qu'une autre représentation du dimanche. J'ai senti la honte monter dans ma gorge, chaude et amère. Je n'avais pas honte de qui j'étais, ni de ce que j'avais fait. J'avais honte parce que je m'étais assis à cette table en pensant que peut-être ils me voyaient différemment maintenant, que peut-être après tout ce que j'avais aidé, les choses avaient changé, que peut-être cette fois ne serait pas comme les autres. Mais ils n'avaient pas honte. Ma mère avait un sourire narquois sur le visage, comme si elle avait enfin dit ce qu'elle pensait depuis des années. Mon oncle a ri comme si c'était sa récompense pour s'être présenté. Ma sœur n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Mon père a juste mangé ses œufs. C'est cette partie qui m'est restée. Il n'a rien dit. J'ai senti la colère me traverser, silencieuse, solide, mais je suis resté calme. Je n'ai pas fait de scène. J'ai hoché la tête, j'ai pris une lente gorgée de café, je me suis levé et je suis parti sans faire de bruit. Personne n'a crié mon nom. Personne ne m'a suivi. Personne n'a même semblé surpris. Je suis sorti sur le parking avec le soleil qui frappait trop fort sur le trottoir, je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis là 1 minute, puis je suis rentré chez moi avec les fenêtres baissées et sans musique, juste moi, le vent et un bourdonnement à l'arrière de ma tête qui ne voulait pas disparaître. Au moment où je me suis garé dans mon allée, j'avais déjà pris la décision, pas de vengeance, pas de cri, juste un retrait, silencieux, propre et complet. Le chalet a été la première cible. Mes parents ont toujours dit à tout le monde que c'était le chalet familial, comme si nous avions tous participé. Ils ont omis la partie où j'ai payé le toit, les réparations des fondations et la nouvelle plomberie. Mon nom était celui qui figurait sur l'acte de propriété. Ils l'utilisaient comme si c'était le leur, week-end de vacances, escapade en famille, barbecue du 4 juillet. Je me suis connecté à la plateforme immobilière que j'utilise pour le travail, j'ai récupéré le brouillon de l'annonce que je retenais depuis des mois et je l'ai mis en ligne. Il a été vendu en 5 jours, offre en espèces complète, sans contre-offre, parti. Ensuite, j'ai récupéré la ligne de crédit partagée que j'avais ouverte pour mes parents lorsqu'ils voulaient un nouvel ensemble laveuse-sécheuse et qu'ils n'avaient pas l'argent. Je payais tranquillement les minimums depuis les 6 derniers mois. Ils ne se souvenaient même plus que le compte était à mon nom. Je l'ai fermé. Compte bloqué, paiements automatiques annulés. Que la banque gère les appels. Puis je me suis attaqué à leur carte Amazon. Ils utilisaient l'abonnement Prime que je payais, lié à mon compte principal, avec leur propre carte enregistrée. J'ai signalé les 3 pour activité suspecte et j'ai soumis un ticket d'assistance demandant la fermeture complète du compte familial. Ce soir-là, vers 21h40, le groupe de discussion familiale a commencé à exploser. Ma sœur, pourquoi mon compte Prime est-il annulé? Mon cousin, quelqu'un s'est-il fait pirater? Mon cousin, qui a supprimé le chalet du calendrier? Ma mère? Ils n'avaient toujours pas compris, ils n'avaient toujours pas fait le lien, et aucun d'entre eux n'a mentionné le brunch. Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais. Ils étaient juste confus, agacés, imbus de leurs droits. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Pas un SMS, pas un appel familial. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. C'était l'avocate de ma mère. L'appel est arrivé vers 19h15 le lendemain soir. J'étais assis à la maison avec un plat de pâtes qui avait refroidi, ignorant le 5e message du groupe de discussion familiale. Numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Bonjour, c'est Carol Walker. Je représente votre mère et votre père ainsi que certains arrangements familiaux en cours. J'espérais que nous pourrions parler un instant. Sa voix était calme,
professionnel, répété. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a continué, votre père a demandé à récupérer le véhicule que vous lui avez offert il y a 2 ans. Il a l'intention de transférer le titre à un de mes collègues. Je comprends que c'était un cadeau, mais il demande que la voiture soit restituée immédiatement. Pendant quelques secondes, j'ai juste regardé par la fenêtre. Je n'étais pas surpris, pas vraiment. Ils avaient perdu l'accès au chalet, à la ligne de crédit, au compte. Maintenant, ils cherchaient des restes. Il ne s'agissait pas de la voiture. Il s'agissait de s'assurer que je savais qu'ils avaient toujours un levier, qu'ils pouvaient toujours me frapper quand ils le voulaient. Je lui ai demandé quand et où. Elle a semblé un peu surprise, comme si elle s'attendait à une bagarre. Elle m'a donné une heure le lendemain et leur adresse. Je lui ai dit que je serais là, puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai nettoyé la voiture, j'ai pris tout ce qui était à moi, le câble de chargement, l'immatriculation que j'avais gardée en sauvegarde, la vieille paire de lunettes de soleil et la boîte à gants. C'était étrange, mais pas triste, juste définitif, comme fermer un dossier que j'avais laissé ouvert trop longtemps. Je suis allé chez eux à exactement 13 heures. La même allée que je déblayais quand j'habitais à la maison, la même et qui mourait toujours en hiver et revenait avec des plaques tordues. Je me suis garé, je suis sorti et j'ai sonné une fois. Ma mère a répondu. Derrière elle se trouvait mon père, les bras croisés, qui regardait simplement. Ma sœur était à l'intérieur aussi, étendue sur le canapé avec son téléphone, faisant semblant de ne pas être intéressée. Elle portait le même sweat à capuche que je lui avais acheté à Noël dernier. J'ai tendu les clés et j'ai dit que j'étais venu rendre la voiture, comme l'avait demandé l'avocate. Ma mère n'a pas pris les clés. Elle est restée là, clignant des yeux, puis a dit que nous devions parler, que toute cette affaire était devenue incontrôlable, que nous étions une famille et que les familles ne devraient pas agir ainsi. Son ton a changé rapidement, de froid à doux à théâtral. Je ne suis pas entré. Je lui ai dit que je n'étais plus intéressé à parler, que je n'étais pas en colère, juste lasse. Je n'allais pas jouer le jeu de leur version des choses. Je n'allais pas continuer à donner alors qu'ils continuaient à trouver de nouvelles façons de me rappeler que je ne faisais pas partie d'eux, pas vraiment. C'est alors que ma sœur s'est redressée et s'est lancée, a dit que je prenais tout personnellement, que je déformais ce que maman avait dit, qu'elle était stressée, qu'ils avaient tous géré des choses que je ne comprenais pas, que je gâchais des relations à cause d'un commentaire au brunch. Je l'ai juste regardé, je l'ai laissé parler. Rien de tout cela ne voulait dire quoi que ce soit. Elle a dit que j'avais tort sur tout et que je regretterais de couper les ponts avec des personnes qui se souciaient de moi. J'ai voulu demander quand ce souci s'était réellement manifesté, mais je n'ai pas pris la peine. J'ai posé les clés sur la rampe du Porsche, je me suis retourné et je suis redescendu les marches. Ma mère a crié mon nom une fois, comme si cela pouvait annuler quelque chose. Mon père n'a jamais dit un mot. J'ai commandé un taxi et je me suis assis tranquillement à l'arrière, en regardant les panneaux de signalisation, les mêmes que je croisais quand j'allais à l'école à vélo. Je ne me sentais ni bien ni mal, juste lasse. Quand je suis rentré chez moi, je me suis connecté à ma banque et j'ai annulé le virement de 900 $ que j'envoyais chaque mois pour le loyer de ma sœur. Elle avait perdu son emploi en février et a dit qu'elle avait juste besoin d'aide jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste envoyé l'argent. Une semaine après le premier paiement, elle a acheté une paire de bottes de créateur et les a publiées sur Instagram avec la légende « Thérapie par le shopping ». J'aurais dû arrêter ça à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à payer. Mars, puis avril, puis mai. Le paiement de juin était déjà programmé. Je l'ai annulé. Le lendemain matin, je me suis réveillé face à une tempête, 10 appels manqués, des messages de groupe, des messages vocaux de ma sœur dans 3 humeurs différentes, confuses, en colère et culpabilisantes. Elle a dit qu'elle allait être expulsée, que je l'avais laissée tomber, que je savais qu'elle était en difficulté et que je la punissais simplement pour une dispute que j'avais eue avec nos parents. Elle a dit que j'étais cruel. Je n'ai pas répondu. L'après-midi, le groupe de discussion s'était transformé en zone de guerre. Des cousins intervenaient, demandant ce qui se passait. Mon oncle a envoyé un de ses SMS, « Cette famille s'effondre », qu'il envoie toujours quand il ne comprend pas quelque chose. Ma mère a envoyé un long paragraphe sur la façon dont la communication est le seul moyen d'avancer. Toujours pas d'excuses, toujours personne n'admet rien. Ce soir-là, les messages se sont arrêtés. Et puis le lendemain matin, mon père a finalement dit quelque chose. Le message est arrivé juste après 6 heures du matin.
Je n'étais même pas complètement réveillé quand je l'ai vu illuminer mon téléphone, une phrase dans le groupe de discussion familiale, envoyée depuis le numéro de mon père: « Si ce comportement ne cesse pas, tous ceux qui ne vivent pas ici ne seront plus les bienvenus dans cette maison. » C'était tout. Pas de préambule, pas d'émoji, pas d'explication, juste direct, sec. C'était tellement hors de son personnage, qu'il m'a fallu un moment pour croire que c'était vraiment lui. Il était le silencieux, celui qui restait toujours assis pendant le drame sans y prendre part. Il envoyait rarement des SMS, ne commentait jamais dans le groupe de discussion. S'il avait des pensées, il les gardait pour lui. Alors, quand il parlait, tout le monde le remarquait. Ma sœur a répondu presque immédiatement. « Attends, de quoi tu parles ?» a-t-elle écrit, suivi de « J'y vis maintenant ». Il n'a pas répondu. 5 minutes plus tard, ma mère a envoyé un long paragraphe sur la façon dont les tensions dans la famille pesaient sur tout le monde et sur la façon dont nous avons perdu de vue ce qui compte et la communication est la seule voie à suivre. On aurait dit qu'elle l'avait copié d'un podcast de thérapie qu'elle écoutait en faisant le ménage. Toujours pas de réponse. Je n'ai pas répondu non plus. J'ai juste regardé ça se dérouler. Ce que personne n'a dit directement, mais que nous savions tous, c'est que ma sœur était revenue vivre à la maison. Elle ne l'avait pas admis dans le groupe de discussion, mais les signes étaient là. Elle a complètement cessé de parler de son appartement. Plus de photos de son ancien immeuble ou du balcon stupide avec les 2 fausses plantes. Et puis il y a eu les stories qu'elle a postées, des photos granuleuses de leur table de cuisine, son chat allongé sur le canapé vert moche et le papier peint indubitable en arrière-plan. Elle ne l'avait dit à personne, pas même à moi. Et quand j'ai coupé son loyer la semaine dernière, elle n'a pas insisté aussi fort que je l'aurais cru. Elle a juste disparu pendant quelques heures, puis est réapparue plus tard avec des publications énigmatiques et aucune mention de l'endroit où elle vivait. Mais maintenant, c'était officiel. Elle était de retour à la maison, vivant avec eux, et mon père en avait apparemment assez. Après le message de son père, le groupe de discussion s'est figé. Plus d'échanges, plus de jeux de pitié, plus personne n'essaie de rejeter la faute, juste le silence. Plus tard dans la journée, mon oncle a essayé de détendre l'atmosphère. Il a envoyé un message disant « Et si on organisait un barbecue en famille ?» Pour s'aérer l'esprit. Vous savez, les burgers règlent tout. Personne n'a réagi, pas même avec un pouce levé. C'est peut-être la première fois dans l'histoire du groupe de discussion familiale qu'un message a été complètement ignoré. Le soir, ma mère a réessayé. Un autre long message, celui-ci plus émotionnel, sur le fait que personne n'est parfait, mais que nous devions trouver un moyen de guérir. Elle a même mentionné que papa ne le pensait pas comme ça, comme s'il était un vieil homme confus qui avait besoin d'être traduit. Mais il le pensait comme ça. Tout le monde le savait. La deuxième nuit a été encore plus calme. Pour une fois, le groupe de discussion n'a pas explosé de bêtises. Personne n'a envoyé de liens vers des codes de réduction ou transmis des photos floues d'anciennes réunions de famille. J'ai vérifié mon téléphone toutes les quelques heures, presque par habitude, et il n'y avait rien. Ce n'était pas la paix. C'était l'œil d'un ouragan. Tout le monde avait senti le sol trembler. Personne ne voulait être le prochain à déclencher quelque chose. Même ma sœur a arrêté sa routine habituelle. Pas de messages, pas de SMS accidentels destinés à me provoquer, pas de petites publications sarcastiques, juste un silence radio. J'ai fait une longue promenade ce soir-là, autour du pâté de maison, jusqu'au bout du sentier du parc, devant la boulangerie qui fermait toujours trop tôt. Je n'ai pas pensé au chalet. Je n'ai pas pensé à la voiture, au loyer ou à ce que ma mère a dit au brunch. J'ai pensé à mon père. Son silence m'avait toujours fait croire qu'il s'en fichait, qu'il s'était simplement déconnecté, trop fatigué ou trop faible pour s'impliquer. Mais maintenant, je commençais à me demander si c'était autre chose, si peut-être il avait regardé tout ce temps, construisant sa propre frustration silencieuse, tout comme moi, et peut-être qu'il en avait enfin assez. Quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé autour de moi dans mon appartement. Pour une fois, j'ai eu l'impression que c'était à nouveau mon espace. Propre, calme, tranquille, sans tension venant de l'extérieur. Le lendemain s'est passé sans un seul message de la famille, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, du soulagement. Pas de chaos, pas de culpabilisation, pas d'embuscades émotionnelles, personne ne faisant semblant que le passé ne s'est jamais produit, juste du calme. Et dans ce calme, quelque chose d'autre a commencé à grandir. Ma vie a recommencé à me ressembler. Le silence n'a pas seulement continué,
Il s'est approfondi. 3 jours se sont écoulés, puis 4. Pas un seul message du groupe de discussion, pas même de ma mère, qui envoyait quotidiennement des articles avec des titres comme « Comment rétablir la confiance dans les familles » ou des mèmes passifs-agressifs sur le pardon. Le 5e jour, j'ai supprimé l'intégralité du fil de discussion. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas fait de grandes déclarations. J'ai juste retiré l'application de mon écran d'accueil et j'ai repris ma vie. Et étrangement, les choses ont commencé à bouger. Le travail s'est amélioré. J'étais à nouveau concentré, clair pour la première fois depuis des mois. Je ne portais pas de poids invisible dans chaque réunion. Je passais des journées entières sans qu'un SMS ne me dérange. Mon esprit, qui avait passé tant de temps à scanner pour le prochain coup, s'est simplement calmé. J'ai recommencé à cuisiner. Je suis retourné à la salle de sport. J'ai loué une voiture pour un week-end sur la route juste parce que je voulais conduire sans me souvenir de qui s'asseyait sur le siège passager. Pas d'attente, pas d'obligation, juste moi. Puis, le 6e jour, j'ai reçu un appel de ma sœur. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était tendue mais contrôlée. Elle a dit qu'elle devait parler, que les choses étaient devenues incontrôlables, que papa avait bouleversé tout le monde avec son message et que maintenant maman était sur les nerfs, marchant sur des œufs dans la maison. Elle a dit qu'elle essayait de réparer ça, mais qu'elle avait besoin de mon aide. Puis elle l'a dit, je sais que tu as annulé le loyer, mais si tu pouvais juste couvrir juillet, juste cette dernière fois, je te promets que je trouverai une solution. Je n'ai pas rappelé. Ce soir-là, elle a envoyé un SMS, tu vas vraiment me laisser dans la merde à cause d'un commentaire au brunch grandit un peu. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Le lendemain matin, l'explosion a commencé. Un cousin m'a envoyé un message privé me demandant ce qui s'était passé et pourquoi tout le monde agissait comme si quelqu'un était mort. Mon oncle a envoyé un nouveau message vocal disant que j'étais froid et immature. Ma mère a écrit un paragraphe que je n'ai pas pris la peine de lire. J'ai aperçu l'aperçu dans mes notifications, cela commençait par « Tu n'es pas le seul à avoir été blessé mais celui qui est resté est venu de ma sœur plus tard ce soir. » Elle a écrit « Il parle de me faire partir, papa ne me parle même pas, ça va vraiment regarder ça arriver. » C'était désespéré, mais pas apologétique. Il n'y avait aucune reconnaissance de quoi que ce soit qu'elle ait fait, aucune reconnaissance de ce que j'avais vécu, juste une attente, pensant toujours que je m'en sortirais, que je le ferais toujours. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification d'un des anciens groupes de discussion familiaux que je n'avais pas encore mis en sourdine, juste un message de mon père. Je vous ai dit à tous d'arrêter. Si vous continuez à pousser, vous n'aurez plus cette maison. Personne n'a répondu après ça, pas même elle. Après le 2e message de mon père, le groupe familial s'est à nouveau tu, plus longtemps cette fois, 3 jours complets, pas un mot. C'était le genre de silence qui ne semblait pas paisible, juste chargé, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir qui craquerait le premier. Le 4e jour, je faisais la queue à la pharmacie quand j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était juste un lien vers une publication Facebook. Pas de message, juste un lien. J'ai appuyé dessus. C'était ma sœur, une longue publication publique sur les familles toxiques et sur la façon dont certaines personnes font semblant d'aider juste pour pouvoir vous contrôler plus tard. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais il était évident à qui elle faisait référence. Elle a écrit à propos d'un certain frère ou sœur qui l'avait financièrement abandonné et avait monté toute la famille contre elle sans raison. Les commentaires ont afflué. Ses amis ont commenté des choses comme « Tu mérites mieux » et « Coupe les ponts pour de bon ». Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Mais j'ai pris une capture d'écran. Ce même soir, j'ai reçu un SMS de ma mère « Nous devons parler ». C'est important. Je l'ai ignoré. Le lendemain matin, tout a craqué. Vers 9h30, mon cousin Ben m'a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre, mais il était l'un des rares à ne pas avoir encore pris parti. « Salut mec », a-t-il dit. « As-tu parlé à quelqu'un aujourd'hui ? » « Non. »« Ta sœur ne vit plus là. » Je me suis arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle s'est présentée chez moi hier soir avec des sacs, en pleurant. Elle a dit que ton père lui avait dit de partir où il jetterait ses affaires. J'ai attendu. Il a vraiment dit ça apparemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ta mère appelle tout le monde ce matin en disant qu'elle n'avait aucune idée qu'il irait aussi loin. Cela m'a pris au dépourvu.
Malgré toute sa froideur récente, je ne pensais pas qu'il la mettrait réellement à la porte. Mais encore une fois, peut-être avais-je sous-estimé à quel point il était perdu dans tout ce bordel. Peut-être que ce n'était pas seulement moi dont il était fatigué. Peut-être qu'il avait tranquillement tout regardé pendant des années, comme moi, et qu'il avait finalement craqué. Mon téléphone a vibré à nouveau pendant que j'étais toujours en communication. C'était un email, objet, résiliation de l'autorisation de compte commun. C'était de mon père. Il avait retiré ma mère d'un de leurs comptes financiers communs, celui que je l'avais aidé à créer en ligne il y a 2 ans quand elle n'arrêtait pas de perdre la trace des factures. Je n'étais plus censé avoir d'alerte d'administrateur, mais apparemment, il n'a jamais changé le contact de sauvegarde. En moins d'1 heure, d'autres sont arrivés, un changement de compte de service public, un paiement d'assurance récurrent annulé, un sous son nom, puis finalement un message vocal de ma mère. Cette fois, sa voix n'était ni mesurée ni triste, elle était en colère. Elle a dit que mon père était irrationnel, qu'il nous punissait tous et que c'est ce qui arrive quand on laisse les choses s'envenimer. Elle a dit que je devais venir lui parler, pas à elle, à lui. Cette partie m'a marqué. Ils n'étaient plus unis. Ils s'étaient séparés, pas officiellement, mais dans une sorte de fracture domestique tacite. Je n'ai pas rappelé. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé la ville. Cela semblait lointain, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti emmêlé dans leur chaos. Je ne me sentais pas responsable. Je me sentais libre. 2 semaines se sont écoulées. Pas un seul message, pas même un article transféré de ma mère ou un mème de mon oncle essayant de remuer les choses. Le groupe de discussion est resté mort. C'était comme si quelqu'un avait débranché tout le réseau et que personne n'osait remettre l'interrupteur en marche. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je ne me suis pas posé de questions. Le plus étrange n'était pas le silence, c'était la rapidité avec laquelle la vie a commencé à se remettre en place une fois qu'ils en ont disparu. J'ai commencé à dormir vraiment, pas le genre de sommeil où l'on se réveille à 3 heures du matin en pensant à une conversation qui n'a même pas encore eu lieu. Je me suis réveillé reposé, l'esprit clair. Je ne scannais pas mon téléphone à la recherche du chaos. Je n'ajustais pas ma journée en fonction de qui avait besoin de quoi ou de qui était sur le point de faire exploser quelque chose. Je suis retourné à la salle de sport, j'ai acheté des produits d'épicerie qui n'étaient pas préemballés. J'ai même commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine dans un refuge local, quelque chose auquel je pensais depuis des années, mais je n'en avais jamais la capacité mentale. Puis, complètement de nulle part, j'ai reçu une lettre. Une vraie, manuscrite, sans adresse de retour, mais j'ai instantanément reconnu l'écriture. Mon père. C'était court. Alex? Tu as eu raison de partir. Je suis resté silencieux trop longtemps et j'ai laissé les choses devenir incontrôlables. Tu ne dois rien à personne. Tu n'as jamais rien dû. Quelle que soit la paix que tu as trouvée, garde-la. Papa. Pas de drame, pas de « je suis désolé », pas de culpabilisation, juste ces mots. Je l'ai lu 3 fois assis à ma table de cuisine et je ne savais pas quoi ressentir. Au début, ce n'était pas une conclusion, c'était juste la confirmation que peut-être je n'étais pas fou, que peut-être quelqu'un d'autre l'avait vu aussi, même s'il ne l'avait pas dit à temps. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans un tiroir avec quelques autres choses que je garde et qui me rappellent qui je suis. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de mon responsable au travail. Le projet que je dirigeais, un projet auquel je pensais que personne ne prêtait attention, avait permis à l'entreprise d'économiser plus que prévu. Il me promouvait, titre plus important, meilleures heures, plus de contrôle. J'ai accepté le jour même, sans hésitation. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai réservé un voyage juste pour moi. 2 semaines, un petit chalet à l'extérieur de Flagstaff, des arbres, le ciel, pas de voisins. J'ai loué une voiture, j'ai désactivé toutes les notifications et je suis parti. Et voici la chose dont personne ne parle, la guérison ne fait pas toujours du bien au début. Parfois, on se sent vide, comme si on était debout dans une pièce où il y avait une tempête et que maintenant on entendait juste le vent. On s'attend à la prochaine vague de bruit, à la prochaine demande, à la prochaine bagarre, mais elle ne vient pas. On commence à remplir l'espace avec des choses qui comptent. On commence à se souvenir de ce à quoi ressemble notre propre voix sans la leur en arrière-plan. Le groupe de discussion familiale ne me manquait pas. La culpabilité ne me manquait pas.
La représentation ne me manquait pas. Lors de ma dernière nuit dans le chalet, je me suis assis sous les étoiles avec une couverture et une bière et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, le brunch, la voiture, la ligne de crédit, le message vocal, la publication, l'expulsion, tout ça. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti en colère. Je me sentais juste las, pas de manière dramatique, pas de la façon dont les gens disent quand ils attendent encore que quelqu'un les poursuive. J'étais réellement, vraiment las. Ils existent toujours. Ils parlent toujours, j'en suis sûr. Il y a toujours des commérages à mon sujet. Peut-être pense-t-il même que je reviendrai un jour. Mais je ne reviendrai pas parce que parfois, s'éloigner n'est pas une réaction, c'est une décision lente et prudente, une décision que l'on prend avec un esprit clair et une main ferme, et une fois qu'on l'a prise, on ne revient pas en arrière. Mise à jour. Cela fait 2 semaines que je suis revenu du chalet. J'ai tout déballé le soir où je suis rentré et je n'ai dit à personne où j'étais allé. Pas un seul message à qui que ce soit dans la famille, même pas par curiosité. Rien n'a changé de leur côté. Toujours le silence du groupe de discussion. Pas de nouvelles aléatoires, pas de mise à jour. Ma sœur n'a pas essayé de me contacter à nouveau, pas après la publication Facebook et son expulsion de la maison. J'ai entendu dire par Ben qu'elle avait emménagé temporairement chez un ami. Apparemment, elle dit aux gens qu'elle prend du temps pour se concentrer sur elle-même, ce qui ressemble à sa façon habituelle d'éviter les responsabilités. Quant à mes parents, je n'ai pas eu de nouvelles de l'un ou l'autre depuis la lettre de mon père. Pas d'appel, pas de culpabilité, rien. Et bizarrement, je pense que c'est ce qu'il voulait dire.